Donc, bonjour, je suis Julien Balthazar. Je vais vous présenter les travaux qui ont été effectués dans le cadre du PRC 20.1 qui porte sur la notion d'éco-conception des véhicules électriques et des infrastructures de recharge avec une logique territoriale d'usage de mobilité. Donc, c'est un PRC qui a été lancé il y a quelques temps et qui est porté par le laboratoire génie industriel du Centre Supélec et aussi de Stellantis. Donc, moi, dans le cadre de mon stage de fin d'études, j'ai travaillé avec respectivement Flore Vallet et Julien Garcia, qui sont en distance, je crois, autour de ces questions-là. Et aujourd'hui, donc, je suis aujourd'hui un séminaire jeune chercheur. Moi, je peux dire que je suis très jeune chercheur parce que j'ai commencé donc, ma thèse au début du mois de septembre. Donc, je vais essayer de présenter ce qui a été réalisé pour le PRC et ainsi que mes perspectives pour ma thèse qui est sur la même thématique. Et donc, moi, pour me présenter rapidement, donc, je suis un ancien étudiant de l'École normale supérieure de Rennes et je suis agrégé de sciences industrielles. Et mon stage, je l'ai effectué dans le cadre d'un master aux arts et métiers de Bordeaux qui portait sur la notion de procédés et de matériaux pour le développement durable. Voilà, donc là, certains d'entre vous ont peut-être participé à l'atelier de lancement du réseau, enfin du PRC, qui s'est déroulé le 13 novembre 2020. Et les questions qui portaient autour de l'éco-conception, donc du système de mobilité électrique avec véhicules et infrastructures. Donc l'idée de cet atelier, c'est de se poser les questions vis-à-vis des enjeux et des verrous liés au développement de cette mobilité-là, qui pouvait en fait se décomposer sur deux axes. Le premier, c'est la question des batteries et des recharges de véhicules, et le second, qui porte sur des usages de la mobilité et l'inclusion dans les territoires. Donc, en fait, de cet atelier d'introduction, cinq thématiques sont apparues. Deux premières thématiques sont plutôt liées aux questions des technologies d'utilisation, à la fois donc, des batteries et des véhicules, et d'autre part par les infrastructures. Un autre volet qui concerne plutôt les aspects utilisation et utilisateurs, donc pour les véhicules et pour les infrastructures. Et un cinquième volet qui a été identifié, qui est une thématique un peu plus globale, qui concerne donc le développement de la mobilité électrique à l'échelle d'un territoire et tout ce qui est lié aux perspectives d'évolution et de transition de la mobilité d'aujourd'hui à une mobilité électrique. Et donc, le sujet de stage qui en est découlé de cet atelier, c'était de s'intéresser à l'éco-conception de systèmes de mobilité électrique dans le cadre d'un cas d'étude plus simplifié pour la longue distance. La longue distance, on peut donc imaginer donc un territoire qui se découpe de cette manière suivante. Donc, on a des véhicules à batterie électrique qui sont sur un territoire à longue distance, donc différents types de véhicules qui cohabitent, et un réseau de recharge qui est partagé. Et la question qui se pose, c'est comment on peut dimensionner l'ensemble de ces éléments pour à la fois satisfaire l'usager de cette nouvelle forme de mobilité, nouvelle relativement, et donc qui utilise à la fois des véhicules et des infrastructures, mais en rajoutant les problématiques de l'éco-conception, donc notamment donc, la maîtrise des transferts d'impact environnementaux. Et donc la proposition qui a été faite pour mon stage et que j'ai essayé de relever, ça a été de créer un simulateur de mobilité à l'échelle de ce territoire pour étudier différentes stratégies de déploiement et de développement de cette mobilité-là. Donc, j'ai présenté dans un premier temps un peu le contexte, on va dire, de la mobilité électrique, et j'ai proposé de présenter ma méthodologie, quelques résultats assez quantitatifs, et pour finir sur une conclusion et une analyse ainsi que sur les perspectives de ce travail qui a été fait pour le PRC, notamment donc, ce que je vais poursuivre en thèse. Donc, pour faire un peu de contexte, la question donc, de la transition, on va dire l'électrification du parc automobile, fait face un peu au verrou de la longue distance, notamment car ça pose des questions environnementales, parce que l'usage des véhicules à batterie demande à la fois des consommations d'électricité plus importantes, des besoins de développer les filières de fabrication des véhicules et des batteries qui sont aussi problématiques vis-à-vis notamment des matériaux critiques. Et la même question se pose autour des infrastructures de recharge qui aujourd'hui se cherchent à être multipliées et qui posent également ce problème.
L'autre problème, c'est que vis-à-vis de la mobilité longue distance pour les véhicules électriques, on fait face à un verrou qui est assez pluridisciplinaire, qui confronte à la fois des problèmes sociologiques, technologiques et économiques, car effectivement, aujourd'hui, les véhicules électriques sont limités pour les problèmes d'autonomie, de temps de recharge et de la disponibilité des bornes, qui sont encore assez insuffisants d'après ce qui est évalué. Et enfin, les acteurs de la mobilité électrique soulignent souvent le fait qu'il manque d'approche territoriale totale pour le développement des mobilités électriques, particulièrement pour la longue distance, qui a ses particularités. Et il signale également le fait d'avoir besoin de développer des stratégies de long terme pour à la fois coordonner donc, les constructeurs automobiles, mais aussi les acteurs du réseau de recharge et électrique, et également les pouvoirs publics qui font les politiques d'incitation, notamment pour les véhicules électriques, et les usagers. Et donc, moi, pour réaliser mon simulateur pour l'éco-conception du système, je me suis basé sur des méthodes de dimensionnement des réseaux de recharge, des méthodes d'évaluation environnementale pour la mobilité sur une échelle territoriale, donc dans le cadre d'un autoroute. Et enfin, j'ai essayé d'intégrer l'influence du comportement d'usage dans l'adoption et dans l'utilisation des véhicules et des recharges. Et donc, ce que j'ai observé en termes de besoins par rapport à cette littérature, c'est qu'effectivement, il y a assez peu d'analyses qui prennent en compte la diversité des acteurs dans la conception des systèmes de mobilité électrique et qui considèrent à la fois les aspects usage, techniques et environnementaux, qui sont trois enjeux fondamentaux pour la mobilité électrique. Et donc, pour répondre à ce besoin-là, j'ai proposé donc, de s'intéresser à une problématique de recherche qui est formulée de la manière suivante. Donc, comment prendre en compte les impacts environnementaux et les usages dans la conception de systèmes et de mobilité électrique, en s'intéressant plus particulièrement donc, au transport de la longue distance sur autoroute. Donc, pour cela, j'ai choisi donc, de faire la conception d'un simulateur qui prenait en compte un système de mobilité qui est au croisement de trois acteurs principaux, donc à la fois donc, des constructeurs automobiles, des usagers et des gestionnaires à la fois des autoroutes, des stations, du réseau, pour poser des questions qui soient multiperspectives. Pour ce simulateur, ainsi, chaque acteur a ses paramètres d'influence et ses indicateurs de performance qu'il souhaite observer. Et ainsi, ce simulateur permettra de confronter l'ensemble des points de vue pour avoir des stratégies, comme je disais, cohérentes et logiques. Par exemple, les constructeurs, c'est eux qui ont notamment la main sur le dimensionnement des différentes catégories de véhicules qui sont commercialisés. Les usagers, c'est eux qui vont définir leurs approches de la mobilité, leur choix de moyens de transport, les véhicules qu'ils adoptent et les comportements qu'ils vont avoir lors de leur conduite et lors de leur recharge. Donc, c'est très important à prendre en compte. Et c'est un peu sous-estimé parfois dans la littérature. Et enfin, il y a les gestionnaires qui, eux, vont faire les investissements pour déployer notamment les infrastructures de recharge. Donc, c'est eux qui vont avoir l'influence sur les variables de décision et tout ça. D'un point de vue global, tous ces acteurs vont s'intéresser aux impacts environnementaux de la mobilité. Mais ensuite, on a aussi des aspects plutôt qui sont importants pour le simulateur. Il y a tous ces temps de trajet. La mobilité électrique, comme avec des problèmes de temps de recharge notamment, ça va être un paramètre très important. La flexibilité pour réaliser les recharges et les questions des investissements également pour les infrastructures de recharge, les durées pour les arrêts, etc. Donc finalement, avec ce simulateur-là, on va pouvoir se poser des questions vraiment multiperspectives et chaque acteur va pouvoir, en évaluant aussi tous les aspects pluridisciplinaires, s'intéresser à différentes questions, bien sûr comment dimensionner les véhicules, mais aussi selon mes usages, quel véhicule dois-je adopter, à quelle vitesse je peux circuler par exemple sur une autoroute et quel effet ça a sur les infrastructures de recharge par exemple. Quels sont les axes, par exemple, d'un réseau autoroutier qu'il faut privilégier à développer dans un différent temps pour développer la mobilité électrique, etc. Donc, le cas d'étude que j'ai étudié, moi, plus particulièrement, c'était le cas de l'A6, donc entre Paris et Lyon, qui est une autoroute qui fait à peu près 450 km. Et je me suis basé donc sur les mesures de trafic de 2018 et l'étude aussi des pics d'affluence qui sont très importantes pour le dimensionnement des infrastructures de recharge notamment.
Et donc, finalement, je vais proposer de s'intéresser sur cette étude pour mettre en évidence un certain nombre de problématiques qui sont liées au développement du système de mobilité électrique comportant les véhicules à batterie et les infrastructures. Donc, le simulateur, comme je le disais, il va servir pour évaluer différents types d'indicateurs en sortie. On peut les grouper en trois thématiques. Le premier, c'est tout ce qui est lié au dimensionnement des infrastructures de recharge. Donc, ce n'est pas forcément l'aspect on va le plus détailler aujourd'hui, mais c'est quelque chose de très important pour l'acceptation des véhicules électriques, notamment. Ensuite, il y a tout le pan d'évaluation environnementale sur le cycle de vie, à la fois la consommation des véhicules, l'usage des véhicules et celle des bornes. Et enfin, le troisième aspect, c'est tous les aspects donc plus sociaux liés au temps de trajet. Car pour les trajets longs, c'est surtout pour les utilisateurs à ce stade, notamment donc, les temps de trajet qui vont influer sur leur choix. Et donc, pour créer ce simulateur-là, j'ai mis en place une méthodologie qui suit un peu les étapes suivantes, que je vais détailler ici à gauche. Donc, tout d'abord, j'ai décrit l'axe autoroutier en faisant une description, une cartographie des entrées et des sorties pour chaque sens de circulation et les positionnements des stations de recharge, donc sur chaque station de service. Ensuite, j'ai proposé une méthode pour quantifier les flux par entrée-sortie de véhicules électriques sur l'autoroute. Et ensuite, donc, j'ai décomposé chacun de ces flux origine-destination selon le parc de véhicules électriques qui va circuler. Donc, par exemple, ici, on peut mettre en évidence avec ce tableau-là que les véhicules électriques qui sont commercialisés en 2021, par exemple, ont une certaine diversité dans leur comportement et dans leur performance, pardon. Notamment, si on regarde les capacités de batterie, on a des écarts assez importants, même si la plupart des véhicules tournent autour des batteries de près 50 kWh. Mais on verra que les différences entre les différentes catégories de véhicules sont assez importantes et que c'est important à s'intéresser de ces questions-là pour la mobilité longue distance. Ensuite, donc, ces véhicules-là sont aussi intégrés dans une logique dynamique pour le dimensionnement du réseau et pour la perspective de la mobilité électrique. Et pour ce faire, j'ai utilisé des scénarios de pénétration pour les véhicules électriques et des scénarios d'évolution de technologie jusqu'à l'horizon 2030 pour prendre en compte les aspects évolutifs du système. Ensuite, l'autre aspect qui est important pour la conception du simulateur, c'est d'intégrer au maximum le comportement des usagers qui ont un effet très significatif sur les performances du système de mobilité. Et donc, pour ce faire, notamment, j'ai mis en place toute une stratégie, une méthode pour intégrer les comportements de la gestion de la recharge, qui est très importante pour les voyages longue distance. On en reparlera tout à l'heure. Donc, par exemple, ici, on voit une diversité de comportements qui est pris en compte en fonction de l'état de charge initial lorsque les usagers arrivent sur l'autoroute, selon leur voyage qu'ils ont fait auparavant. Leur stress de l'autonomie, qui est également représenté avec un indicateur qui représente l'état minimal à partir duquel ils veulent à tout prix se recharger, etc. Ensuite, il y a un certain nombre d'aspects que je ne développerai pas ici, qui sont liés à la suite du développement de mon simulateur. C'est la manière dont j'ai défini mes stratégies de recharge et la manière dont j'ai fait les calculs de besoins de recharge pour chaque station et donc calculer les besoins d'infrastructure sur les stations. Je ne vais pas m'intéresser aussi aujourd'hui à toute la problématique des coûts d'investissement pour les bornes à l'horizon 2030 sur l'autoroute. Par contre, je vais détailler un peu plus en détail donc, la question de la mise en place des élévations environnementales pour la mobilité sur autoroute, qui est un peu particulier. Et donc voilà, avec ce simulateur ainsi conçu, je vais pouvoir évaluer et tester la sensibilité des scénarios pour les trois types d'indicateurs que j'ai présentés. Donc, si je m'intéresse un peu plus à la question de l'évaluation environnementale, donc ce que j'ai effectué, c'est que j'ai calculé, j'ai proposé une méthode pour calculer les impacts sur l'autoroute de la consommation d'électricité des véhicules électriques, de l'usage kilométrique des véhicules électriques et l'usage également des bornes qui sont partagées entre tous les utilisateurs. Donc, pour ce faire, j'ai défini une unité fonctionnelle qui est la suivante: permettre la mobilité des usagers de véhicules particuliers tout électriques sur un territoire autoroutier pendant 1 an. Et les impacts qui sont calculés sont assez divers.
Donc, on a bien sûr donc, un potentiel global du changement climatique, des potentiels d'impact plus locaux, l'acidification, création de zones phytochimiques, de tropisation. La question des matériaux, qui, comme je le disais au tout départ, est assez centrale pour les véhicules électriques. Donc, on a deux indicateurs ici pour évaluer la question de matériaux. Et enfin, la question de la demande d'énergie. Donc, quand on essaye d'évaluer les impacts de la mobilité sur autoroute, on fait face à un certain nombre de besoins d'hypothèses pour calculer les impacts. Donc, par exemple, pour l'électricité, pour les impacts calculés sur l'année, je peux prendre donc soit un mix électrique français ou un mix électrique européen pour comparer un peu les différences dans les stratégies de déploiement pour les différents pays selon leur mix électrique. Et par contre, quelque chose que je ne peux pas trop prendre en compte, c'est j'ai fait l'hypothèse qu'en fait, les impacts de l'électricité étaient constants sur l'année. Donc, le calcul pour chaque catégorie de véhicules électriques des impacts environnementaux liés à la consommation sont effectués en faisant tout simplement le produit de la consommation de la flotte qui circule à l'année sur le territoire par les impacts environnementaux par kilowattheure de la consommation d'électricité. Ensuite, pour calculer donc, les impacts véhicules, j'ai généralisé en fait les impacts d'un véhicule type qui a été évalué sur une ACV, qui avait une capacité de batterie donnée et une masse donnée et une durée de vie estimée à 150 000 km. Et ces impacts-là, je les généralisé donc à l'ensemble de ma flotte en faisant déjà en fait une pondération par la capacité de la batterie. Hein. Plus la capacité de la batterie est importante, plus les impacts liés à la batterie, au cycle de vie de la batterie sont importants. Et pareil pour le reste du véhicule, les impacts liés au reste du véhicule sur cycle de vie sont pondérés par rapport à la même vie. Et ensuite, donc, le calcul des impacts se fait en comparant donc, le kilométrage parcouru par la flotte de véhicules sur le territoire annuellement par rapport à la unité fonctionnelle. Et ensuite, l'aspect calcul de l'impact des bornes. Alors, c'est une question qui est un peu plus compliquée. Un peu de la même manière, j'ai généralisé les impacts ACV d'une borne de 50 kW à l'ensemble des bornes qui peuvent être installées sur le territoire. Et en fait, le problème, c'est que la littérature on propose que les données ACV sur l'approvisionnement en matériaux. On a très peu, enfin, on n'a même pas d'études ACV dans la littérature de bornes rapides qui prennent en compte la totalité du cycle de vie des bornes. Alors qu'aujourd'hui, ça pose beaucoup de questions, vu la dynamique et les besoins qui naissent sur ces questions-là. Donc, pour calculer les impacts liés aux bornes, on a tout simplement le nombre de bornes qui est installé sur le territoire et on vient faire le produit par rapport aux impacts annuels que génère l'utilisation d'une borne. Donc, j'ai présenté quelques résultats maintenant pour mettre en évidence certaines problématiques socio-environnementales sur le cas de la mobilité longue distance. Et donc, ces résultats-là, je vais les articuler autour de 4 thématiques, enfin plutôt 3. Tout d'abord, un aspect qui concerne plutôt les constructeurs. Donc, tout d'abord, mettre en évidence les différences qu'il y a entre les véhicules thermiques conventionnels par rapport aux nouveaux véhicules électriques. Les résultats qui concernent plutôt les usagers, comment, moi, en tant qu'utilisateur, je peux influer avec mon comportement pour améliorer les performances du système. Et enfin, non pas enfin, mais toute la problématique de résultats qui concerne le dimensionnement des stations et la thématique plus globale qui concerne l'ensemble des acteurs, qui concerne les évaluations environnementales. Je ne vais pas trop traiter l'aspect dimensionnement de station, parce que ce n'est pas l'objectif. Pour la suite, toutes les stations sont composées de bornes de 175 kW pour simplifier. Donc, pour l'aspect comparaison des véhicules, en fait, on peut mettre ici en évidence les différences, notamment de temps de trajet entre les véhicules thermiques, qui peuvent être faits, où on peut faire l'hypothèse que les véhicules thermiques roulent 2 heures, puisqu'on voit une ligne de pause systématiquement, par rapport aux véhicules électriques. Donc là, on va comparer le véhicule électrique moyen commercialisé aujourd'hui, qui a une batterie de 50 kWh et qui recharge en moyenne à 80 kW, par rapport à un véhicule plus luxueux, type Tesla Logan, par exemple, batterie 77 kWh, qui recharge 130. Donc, ce qu'on observe, donc, pour illustrer un peu ce verrou
on va dire, liées à l'autonomie et à la vitesse de recharge, c'est qu'on peut comparer donc, le temps de circulation de ces différents véhicules. Donc, par exemple, pour un véhicule thermique, le temps de circulation moyen qui est évalué avec le simulateur, ce sera 1h21. Si on ajoute le fait qu'il fait des pauses, on va atteindre 1h33. Et si on compare ça aux véhicules électriques, on voit au fait qu'aujourd'hui, un véhicule électrique aura plutôt 37 minutes de pause pour faire les recharges plutôt que 12. Donc, c'est un écart qui est quand même assez important. Et donc, pour des trajets longs de plusieurs centaines de kilomètres, ça devient quand même très significatif et ça peut notamment repousser tous ceux qui font beaucoup de trajets longs avec leur véhicule, notamment dans les territoires qui sont moins desservis, par exemple pour le TGV, par exemple. Si on regarde les véhicules plus haut de gamme, on réduit un peu les temps moyens liés à la recharge, mais on voit qu'on n'atteint pas vraiment l'idéal thermique, on va dire, en termes de temps de trajet. Et donc, on voit que selon les budgets, par exemple, que les gens peuvent allouer à leur véhicule, on va avoir des inégalités au cours du développement de la mobilité électrique longue distance, parce qu'il y a des différences significatives entre les temps de trajet pour les véhicules électriques selon la gamme du véhicule. Si on prend en compte les perspectives de développement des véhicules, on obtient les choses suivantes. Donc, en 2030, on estime que les performances améliorées vont permettre de réduire un peu les temps de trajet, mais on sera quand même loin du temps de trajet des véhicules thermiques. En revanche, pour les véhicules haut de gamme, toujours, quant à eux, ils seront beaucoup plus avantageux. Et s'ils disposent d'infrastructures de recharge très puissantes, on peut même se dire qu'à l'usage, on se rapprochera très fortement d'un comportement d'utilisateur de véhicules thermiques. Donc, on a des perspectives qui n'effacent pas les inégalités que je citais précédemment. Donc, ensuite, le deuxième aspect que j'ai cité tout à l'heure, c'est que l'usage des véhicules avait un impact assez important sur les temps de trajet et donc également sur la conception des véhicules et des infrastructures de recharge. Donc, ça, c'est le deuxième volet. C'est, par exemple, en jouant sur la vitesse de circulation, et après, on traitera de la gestion de la recharge, on voit quand même pour un utilisateur moyen d'un véhicule électrique, rouler à 130 km/h ou 110 km/h, fait assez peu de différence sur les temps de trajet. Et l'intérêt simulateur, c'est en dehors de juste quantifier les impacts sur le temps de trajet, on peut aussi évaluer les autres conséquences que ça a sur le système. Donc, on va y arriver. Donc, par exemple, en dehors du fait que rouler moins vite permet de augmenter très légèrement le temps de trajet global, on va pouvoir voir que le temps de pause sera réduit, donc c'est plutôt négatif pour un utilisateur, mais en revanche, ça va permettre de réduire sa consommation et les besoins d'infrastructure de 22% à peu près. Donc, pour les constructions des nouvelles infrastructures, la vitesse de circulation des usagers est assez importante, car ça va jouer significativement sur le nombre de bornes installées. Si on compare rapidement avec un véhicule haut de gamme, la circulation à 130 a beaucoup plus d'avantages que la circulation à 110. Et donc, on voit encore qu'il y a une inégalité un peu dans les stratégies de circulation selon le type de véhicule que l'on a. Enfin, rapidement, donc, un autre aspect qui est important pour le réseau de recharge et également pour l'utilisateur, ça va être la gestion de l'état de charge. Donc ici, on voit rapidement que si on compare les temps de trajet selon l'état de charge maximal auquel est chargée la batterie sur une heure, Allô, allô, cette fois-ci, il n'y a plus de son. Ah, il s'est désactivé. C'est pour ça qu'on a eu le son tout à l'heure. Ok, c'est bon là, merci. Merci.
Oui, c'est ça. Donc là, c'est donc la moyenne de temps de trajet sur l'autoroute, ça va être 1h21. Si l'ensemble des véhicules électriques font des recharges et qu'ils les arrêtent systématiquement à 60%, enfin, les arrivent à 60%, et ben le temps de trajet moyen de ces véhicules sera donc, du coup, de 1h21 plus 33, 1h54. Alors que si l'ensemble des utilisateurs arrêtent leur charge quand la batterie est pleine, les temps de trajet globaux, en comptant les temps de pause, seront de 13 minutes plus. C'est bon. On m'entend? Oui, mais par contre, on n'a pas le bon écran. Attends. Sinon, on peut fermer la présentation et la relancer. Je vais remettre peut-être le bon. Ouais, mais il montre cet écran qui est partagé. Attends. Non, c'est moi qui n'ai pas le bon écran. Si, non. Alors, juste ce qu'il faut mettre en. Voilà. OK. Merci. Voilà. Donc, voilà pour la question du comportement et de son influence sur le système de mobilité. Et maintenant, on va s'intéresser aux questions plus environnementales. Donc, ici, on a l'évaluation des 7 potentiels d'impact environnementaux que j'ai cités précédemment. Et on voit la répartition pour chacun de ces indicateurs de l'usage de l'électricité en vert, de la batterie du véhicule en orange, du reste du véhicule en bleu, et en violet, les impacts qui sont liés à l'usage des infrastructures, hein, sachant qu'on évalue seulement l'approvisionnement en matériaux. Donc, les hypothèses ici pour cette quantification, c'est que le mix électrique, c'est le mix français. Les batteries ici du véhicule de référence, c'est des batteries qui sont fabriquées en Chine. Et donc, le premier constat, c'est que les impacts véhicules représentent une part très conséquente des impacts lors de la circulation des véhicules sur l'autoroute, des véhicules électriques. À peu près, on va dire en général, toujours de 80%. Et particulièrement, donc, les cycles de vie de batterie représentent une part aussi très significative. Et toute la problématique de la longue distance qui vise la dynamique du marché qui vise à développer de plus en plus des batteries de taille importante, ça va se ressentir donc, sur ces impacts-là. Globalement, comme on l'a dit tout à l'heure, on dit généralement que les impacts environnementaux de la batterie sont proportionnels à leur capacité. Et comme la capacité est en général aussi proportionnelle aux puissances de recharge des batteries, on a un effet qui fait que plus on va essayer de développer la mobilité longue distance des véhicules électriques, plus on va avoir des effets significatifs sur les impacts. Donc la maîtrise du cycle de vie des batteries, bon, j'ai mentionné, mais c'est un enjeu très important pour la mobilité longue distance et pour la mobilité générale des véhicules électriques. Non, j'ai raté quelque chose. Donc, les besoins, les impacts liés aux approvisionnements en matériaux des infrastructures sont assez faibles relativement au reste des impacts. Après, ça dépend un peu de l'indicateur qu'on utilise, le potentiel de déplétion des ressources halieutiques ou le metal depletion. Mais en tout cas, ça donne un ordre de grandeur sur les besoins en matériaux des infrastructures, mais qui sont en fait assez faibles du fait que, vu que c'est des infrastructures qui sont partagées, on diminue bien quand même les impacts des infrastructures. Enfin, le dernier constat, c'est que si on compare les impacts, 4 impacts selon ces mix considérés français aussi européens, on observe des différences qui sont significatives. Donc ici, la France ici pour l'Union européenne en moyenne. Donc on observe que les impacts liés à l'électricité sont beaucoup plus importants dans le cas européen, qui a un mix moins de carbone. Et ça pose une vraie, bien sûr, problématique de la décarbonation du mix électrique en plus du déploiement des véhicules. Je reparlerai un peu tout à l'heure. Enfin, maintenant, dans ma conclusion. Oui. Alors, donc, pour mon stage, je me suis mis à l'œuvre vis-à-vis de la question du déploiement des véhicules électriques pour la mobilité longue distance.
et qui fait en fait face à deux problèmes aujourd'hui. D'abord, il y a le verrou de la longue distance lié à l'autonomie, à la vitesse de recharge et à la disponibilité des bornes. Et l'autre, c'est le manque de stratégie un peu globale qui coordonne les différents acteurs. Moi, j'ai proposé une méthodologie, j'ai illustré un peu ses intérêts avec quelques exemples, pour proposer des recommandations qui se veuillent un peu multiperspectives et qui montrent les interactions qu'ont chaque acteur avec les autres. Enfin, j'ai essayé. Donc, cette méthodologie, elle se repose globalement sur deux choses pour simplifier. Se base sur des données réelles pour à la fois quantifier correctement les besoins de recharge des véhicules en estimant les flux par origine-destination du trafic. Les infrastructures aussi sont classifiées en analysant les pics d'affluence, qui sont très dimensionnants pour le réseau d'infrastructures. Et aussi, l'utilisation de données réelles aussi ont mis en évidence le fait que pour des technologies, on va dire, en plein essor, comme notamment donc les infrastructures de recharge qui se développent pour l'ultra rapide notamment, en fait, on manque de données pour proposer des quantifications sur cycle de vie complète. Et ensuite, j'ai également donc, proposé d'intégrer au simulateur donc, une diversité des comportements et des véhicules pour faire des comparaisons et faire des analyses d'impact vis-à-vis des comportements. Donc, si on synthétise deux types de résultats que j'ai proposés et qui montrent un peu l'intérêt de cette vision-là, c'est que par exemple, du constat des écarts importants dans les temps de trajet des véhicules, on observe deux choses, c'est que d'un côté, on peut pallier ça en développant des capacités de batterie plus importantes pour augmenter les autonomies et pour les puissances de recharge. Mais on observe donc un besoin pour maîtriser les impacts de ces batteries. Autrement, pour améliorer les temps de trajet, on observe que l'introduction des véhicules électriques dans la mobilité longue distance demande un besoin d'apprentissage pour les usagers et qu'ils comprennent les effets de leur comportement sur leur performance de conduite, notamment donc, les temps de trajet. Donc, la question de la vitesse de circulation et de gestion de la recharge, c'est assez central. D'autre part, comme je le disais, le besoin d'outils qui permettent de communiquer sur la disponibilité des bornes, c'est assez crucial. Deuxième type de résultat qu'on peut proposer, c'est que, toujours en partant du constat de l'observation des inégalités entre les temps de trajet, c'est que la consommation d'électricité, c'est une source d'impact importante si le mix est carboné. Bon, ça ne va pas être forcément les usagers qui vont avoir un levier d'action sur le mix électrique de leur pays, mais en revanche, par exemple, la question de la vitesse de circulation a un impact assez considérable sur les impacts environnementaux liés à la consommation et permettent également, donc en réduisant la vitesse, si on réduit à l'échelle nationale, par exemple, la vitesse de circulation, là j'ai mis par exemple l'illustration de la non-limitation de vitesse sur les autobahns allemandes, on permet aussi de réduire les inégalités entre thermiques et électriques, car si les véhicules thermiques roulent moins rapidement, on va lisser un peu les inégalités entre les véhicules électriques et les véhicules thermiques. Voilà. De plus, aussi maîtriser la vitesse de circulation et prôner des comportements de recharge qui sont intelligents, on va dire, ça permet aussi de diminuer les besoins d'infrastructures de recharge qui sont aujourd'hui un peu à la traîne dans pas mal de projets d'installation. Voilà. Donc, ces travaux que j'ai présentés ici vont faire l'objet d'un article qui sera un peu le clou du spectacle, on va dire, qui porte un peu la thématique suivante, donc qui s'éloigne un peu du sujet initial du PRC, et qui porte le nom suivant, donc l'analyse de stratégies multiperspectives pour le déploiement de batteries, de véhicules électriques à batterie dans le cadre de la mobilité longue distance. Donc ça, je vais le soumettre pour une conférence en mars, donc la CIRP Design à l'ENS du Paris-Saclay. Et donc l'autre perspective sera mon sujet de thèse. Je vais peut-être écouter vos questions sur la question du stage avant de présenter peut-être rapidement mon sujet de thèse. Voilà, si vous avez des questions, ensuite je passerai sur la question du stage.